6h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, pardon. Oui. Non, midi, c'est André Berkoff, j'allais plus loin. On va parler de l'Ukraine, on va parler encore une fois, de l'effort financier qu'il va falloir faire, l'effort de défense. Hier, le ministre des Comptes, le ministre des Finances a dit qu'il allait mobiliser l'épargne des Français. Comment ? Est-ce qu'il faut travailler 1 heure de plus par semaine ? Là, on est reparti dans la boîte à outils bien profondément. Et puis le voile dans le sport, ce n'est pas de l'entrisme pour la ministre des Sports qui est en total décalage avec le reste du gouvernement et du Parlement qui a voté contre le voile dans le sport. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, Jean-Christophe, un peu de fraîcheur, de culture avec vous, avec une magnifique exposition. Ouais, j'en suis très heureux parce que je l'ai pas découvert, mais on connaît tous, ou presque, vous savez, ces tissus qu'on appelle wax, qui viennent d'Afrique. Qui sont wax néerlandais, mais qui viennent d'Afrique. Et il y a une histoire singulière d'un pays que j'adore, qui s'appelle le Togo, et qui a vu, dans les années 50-60, des femmes devenir ce qu'on a appelé les Nana Benz. Alors pourquoi Benz ? Parce qu'elles ont tellement réussi dans leur activité commerciale de femmes libres, entrepreneurs. C'est un vrai message africain au reste du monde et notamment dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. Et qu'elles achetaient des voitures qui étaient des Mercedes-Benz. C'est pour ça qu'on les a appelées les Nana Benz. Et elles ont commercé de manière très efficace et largement évidemment dans l'Afrique, mais au-delà évidemment ces tissus extraordinaires. Et surtout elles ont les anecdotes fusent. Elles ont prêté leur voiture à certains chefs d'État. C'est des femmes qui ont eu un rôle extrêmement important dans ce qui était une transmission vers des jeunes femmes et des jeunes filles, évidemment, après, derrière, parce que, de mon point de vue, quand on connaît bien l'Afrique de l'Ouest, et notamment ce pays, encore une fois, qui est un pays important, parce que cette famille des Nana Benz est née là-bas et a prospéré là-bas, eh bien, c'est un message qui est envoyé aux jeunes femmes du continent africain et ailleurs, qu'on peut évidemment reproduire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Malheureusement, les tissus sont plus fabriqués au Togo, mais sont tissés en Chine, voire au Nigeria, dans des usines à côté qui sont plus compliquées. Mais cet exemple-là a nourri ce que je connais aujourd'hui, notamment au Togo, qui, encore une fois, je vous le redis, un pays extrêmement important dans cette zone. Et ce message est magnifique. Et donc, vous pouvez le retrouver au Musée de l'Homme, parce qu'il y a les tissus, c'est un travail sur le wax, mais au milieu, il y a cette aventure humaine qui, pour moi, est encore une fois quelque chose d'assez peu connu. Il ne s'agit pas d'Amazon, vous voyez, guerrière ou autre. Ce sont des jeunes femmes qui, comme les Togolais en général, font du commerce et l'ont bien fait et ont permis, effectivement, à beaucoup de familles de vivre et de communautés de vivre très bien dans cette période-là. C'est au Musée de l'Homme et j'ai oublié de vous présenter Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Nous avons François Monboise, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance également, et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Transatlantique, sans oublier l'incroyable Jacques Miard, l'ineffable Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, et brandissez votre brûlot. Bye bye démocratie. Et si vous êtes un peu patiente, il y en aura un deuxième. Qui arrive quand ? Oh, il faut que je l'écrive avec amour. Très bien. On va déjà acheter le premier. Oui, on va acheter le premier. Merci. Alors, figurez-vous que l'autre jour, Frédéric Dabi nous a conseillé de lire Les 7 vies d'Edgar Faure. Je ne sais pas si vous aviez lu ce livre, qui est un livre formidable. Alors, Edgar Faure, ça parle plus à grand monde, mais c'était une autre idée de la politique, une autre manière de faire de la politique. Ah, ça, vous pouvez le dire. Il avait une formule assez extraordinaire. Un jour, qui s'était fait alpaguer dans une campagne électorale où on lui avait dit « mais on ne vote pas pour vous parce que vous n'êtes pas né ici ». Et il avait répondu « si vous votez pour moi, je vous promets de m'y faire enterrer ». En tout cas, effectivement, ça, c'est pas dire rafraîchissant, mais en tout cas, c'était une autre époque. On continue. Mais c'était l'époque, Valérie, où, pardonnez-moi, mais Jacques a dû, ne serait-ce que dans les bouquets, on a tous connu ça, c'était l'époque où il n'y avait pas de portable, où les ministres partaient en vacances en été en voiture et ils osaient dire au président de la République, il y en a un qui lui avait dit « écoutez, je suis en route pour le Sud, je ne remonterai pas à Paris ». Et voilà. Ah oui, on parlait avec Gaspard Ganzer il y a quelques instants de communication politique. Effectivement, les temps ont bien changé. Mais sur le Togo, Valérie, il faut savoir que le Togo est effectivement a été très bien géré, et il y avait un président, parce que je l'ai connu, premièrement, quand on allait au ministère des Affaires étrangères, c'était nickel, c'était très très bien tenu, et le chef d'État
qu'on avait, Yanema, il ne faisait jamais couler le sang. Vous savez pourquoi? Parce qu'il étranglait. Ah oui, bah oui, c'est façon de voir les choses. Oui. Alors François, vous, c'est un coup de projecteur que vous vouliez faire ce matin. Oui, c'est un peu plus léger. C'est que vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, un tribunal français a interdit de construire une autoroute dans le sud. Oui. Enfin, l'autoroute qui était déjà aux 3/4 construite, oui. Qui servait, enfin qui va servir ou qui servira, je sais pas, à désenclaver une ville. Et on a appris hier par la BBC qu'en Amazonie, en ce moment, on est en train de détruire un bout de forêt pour faire une 2x3 voies pour aller à Belém pour la COP 30. C'est-à-dire que c'est à cause de la COP qu'il faut accélérer les transits. On a beaucoup parlé des jets privés. Je rappelle que la COP, c'est une conférence pour le climat. Oui, exactement, qui a lieu régulièrement. Tous les 18 mois, il y a une COP. Et l'ordre du jour de la COP 30, ça va être la COP 31, etc. Ouais. C'est quand même un peu hallucinant. Et surtout que l'objet de la COP 30, c'est la déforestation. C'est incroyable. Donc pour permettre aux délégués d'aller parler de déforestation, on est en train de déforester un bout de ça pourrait être un coup de gueule. Hein. C'est quand même un paradoxe incroyable. Oui, non, c'est complètement lunaire. C'est une lassitude sur ces COP à répétition, d'ailleurs, qui malheureusement ont produit certes des effets, des intentions, des grands messages, des enveloppes de financement qui, pour beaucoup d'ailleurs, n'ont que très peu été jusqu'au bout de leur destination. Et donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez terrible, parce que rappelons-nous quand même que M. Bolsonaro, qui était à la tête du Brésil, de la Confédération brésilienne, avant le retour du présent président Lula, eh bien avait été très largement accusé de déforester de manière absolument, alors pour le coup massive, pour le coup, des processus d'ailleurs qui sont en cours encore aujourd'hui, parce que les difficultés de faire arrêter les contrats sont bien réelles. Mais alors là, pour le coup, c'est l'officialité globale, puisque la COP, c'est pas simplement une organisation brésilienne, mais c'est quand même quelque chose qui vit de manière globale et mondiale. Bon, on n'avait pas besoin de ça en ce moment pour ne plus trop croire à ce multilatéralisme très largement embrumé, embrouillé et en grande difficulté. On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer de commenter l'actualité. À tout de suite. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 9h et les vraies voix de 17h à 19h et tentez de remporter de magnifiques objets design et connectés de la marque Lexon. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on poursuit ce 10h midi avec Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, François Monboise, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, et Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Et on rappelle votre dernier ouvrage, Bye Bye Démocratie, qui est paru chez Lafon Presse, le brûlot de l'année. Toujours des écrits très inspirés. Et je vous confirme, ma chère Valérie, que nous mettons tout en œuvre pour reprendre les courses sur l'hippodrome de Maison Lafitte, patrimoine de la ville. Mais pourquoi il n'y a plus de courses à Maison Lafitte ? Parce que France Gallo a fait une sottise, mais ils en sont, je dirais, ils ont fermé l'hippodrome. Nous, la ville, l'a racheté. Et ils payent des millions d'euros à Hidalgo pour Auteuil et Longchamp. C'est une gabegie totale de la part de France Gallo. Et je ne savais pas, vous me l'apprenez. Je pensais que pour moi, Maison Lafitte est associée effectivement aux courses hippiques. On est bien d'accord, mais ça va revenir. C'est le seul problème, c'est une question de steeplechase. Et on avance. Eh bien, avancez. Les députés valident une résolution pour la saisie des avoirs russes. On pourra parler de la réponse de Poutine qui tarde à arriver. Faut-il travailler 1 heure de plus par semaine pour financer l'effort de défense ? Et puis, le voile dans le sport, ce n'est pas de l'entrisme pour la ministre des Sports. On continue avec vos coups de cœur, vos coups de projecteur, vos coups de gueule. Jean-Claude, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule, coup de projecteur, mais presque un coup de gueule. J'ai relevé un article d'Alexandra Saviana dans l'Express d'hier, où elle alerte en quelque sorte. Parlez bien dans le micro. Oui, pardon. Elle alerte donc Alexandra Saviana dans l'Express d'hier. La journaliste de l'Express alerte sur les mauvais résultats de la mortalité infantile en France, puisque la France serait quasiment l'une
des plus mauvais élèves des pays de l'Union, puisque nous sommes à un taux de 4,1, une mortalité en dessous d'un an pour 1000 naissances, ce qui nous met vraiment au bas niveau. Alors, quelles explications ? Évidemment, il y a plusieurs, c'est multifacteurs, la pauvreté, la hausse de la pauvreté, l'âge des mamans, l'éloignement des maternités, le manque de médecins, bref, un certain nombre d'éléments qui nous rappellent de toutes les façons les problèmes de la médecine. Mais là encore, on a beaucoup dit, et ces dernières semaines, on a eu sur votre plateau l'occasion de parler de la natalité qui est en baisse en France. Il faut déjà qu'on commence par s'attaquer à ces vrais sujets. Déjà, si on n'arrive pas à s'occuper de ceux qui naissent, comment faire en sorte qu'on ait plus de bébés, c'est une palissade. Mais ça met aussi l'accent sur le fait, puisqu'on va passer en économie de guerre, sur le fait que nous payons beaucoup et on a le sentiment que rien ne fonctionne, parce que même là, on se retrouve en fin de peloton. La France se retrouvant en fin de peloton sur des sujets comme ceux-là. Donc je suis pas ministre de la Santé, simplement je veux dire, voilà, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment qu'on soit attentif, parce que au bout d'un moment c'est trop tard. Une politique de natalité, une politique familiale, elle ne se fait pas en 24 heures, et on voit le risque d'un certain nombre de pays. Prenons l'exemple d'un pays que je connais un peu, le Japon, où on se demande comment est-ce qu'on peut avoir on pourrait avoir dans l'avenir assez de jeunes pour pouvoir même s'occuper des vieux, Donc attention, on a vraiment besoin d'un sursaut sur le plan de notre politique familiale et de natalité. Ouais, alors moi j'avais écouté au moment de la fermeture des maternités les arguments qui plaidaient en disant que ces maternités n'étaient pas compétentes, etc. Mais là, visiblement, les enfants meurent dans les premiers 28 jours de leur vie pour des prématurés. En général, il y a premiers 28 jours et puis première année. Nous avions vraiment beaucoup progressé. Alors, on va pas rentrer sur le fond du sujet parce qu'il est multifacteur, il est complexe. Ce qu'on constate, c'est comment nous, la France, nous pouvons nous retrouver en fin de peloton. C'est ça le vrai sujet. Si on me disait c'est vrai partout en Europe, on se dirait c'est une tendance lourde, etc. Mais avec tous les moyens que nous avons, nous nous retrouvons, même sur ce sujet-là, nous nous retrouvons mauvais. Bien sûr. Ouais, un mot, Jean-Christophe. Je jette la pierre à personne. Non. C'est pas de faire Yaka Faucon. Qu'on doit se poser. À un moment donné, il faut qu'on arrive avec des résultats. Ça illustre quand même une dérive de l'ensemble de nos services publics régaliens. C'est-à-dire que c'est là où j'insiste moi là-dessus. C'est-à-dire que l'État est parti s'occuper de beaucoup de choses. Il voyage, il se promène, qu'il soit l'État centralisé ou l'État décentralisé et celui qui est centralisé déconcentré éventuellement dans les territoires. On voit bien que par exemple dans le secteur de la santé, on a ce score terrifiant, parce que moi je trouve que c'est terrifiant, parce que c'est un nombre de bébés de 1800 par an. Voilà, c'est très concret, qui ne devrait pas, puisqu'on ne devrait pas être dans la dernière de ce parcours terrible en Europe. Maintenant, on a créé, Monsieur François Hollande a créé, quand il était président de la République, les agences régionales de santé, des sortes de ministères de la santé déployés dans toutes les 13 régions de ce pays. Pourquoi ? Qui servent à rien. On a recréé des bâtiments qui ont coûté beaucoup d'argent, on a recruté des gens. Alors, certes, c'est de l'emploi. On les a distribués en régions qui sont censées faire ce travail, justement, d'améliorer la proximité avec les régions et le travail en profondeur sur le terrain, à la fois pour les soins d'urgence, mais aussi pour ceux dont vous venez de parler. Et quelle fatalité, vous vous rendez compte ? Qu'à la naissance, on soit dans les derniers, et que malgré tous ces efforts et malgré ces gabegies, parce que pour le coup l'ARS c'est n'importe quoi et aujourd'hui même tout le système de santé le comprend, on en arrive à ça. Et pour moi ça illustre de manière dramatique, parce que c'est des drames là, on parle de enfants qui meurent, ça illustre cette dérive profonde, continue, du régalien dans ce pays. Et ce régalien, c'est quoi ? C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la justice, c'est la sécurité. Bien sûr. Sauf la défense, semble-t-il, un sursaut est à l'heure. Oui, mais on a entendu hier Gérald Darmanin, alors il était ce matin aussi au micro de Jean-Jacques Bourdin, expliquer que le Parlement s'occupait de choses qui étaient pas finalement si importante que ça, comme la fin de vie, comme les retraites, qu'on avait d'autres débats à avoir aujourd'hui. Mais le quotidien des Français, aujourd'hui, on est confronté, enfin moi, en ce moment, je n'entends que des gens qui ont des problèmes de santé, qui ne trouvent pas à se faire soigner, ou qui vont se faire soigner et qui sont mal soignés. C'est quand même une catastrophe. Juste, je reprends un article de Slate qui dit le Lot, en Occitanie, la plupart des femmes âgées en âge de procréer, vivant à plus de
45 minutes d'une maternité est passé de 6 à 24% en 15 ans, 3 des 4 maternités ayant fermé, et les sages-femmes racontent qu'effectivement la prise en charge des bébés qui arrivent tardivement ont des pertes de chances de survie. Jacques Miard, pardon, sur ce qu'on vient de dire. Ce que vient de soulever Jean-Claude est capital. Pourquoi ? Parce que c'est à partir des imbécilités faites et des mesures imbéciles de Hollande poursuivies par Macron que la natalité française a chuté de manière dramatique, avec la suppression d'un certain nombre d'allocations pour des revenus soi-disant trop élevés, avec les problèmes de quotient. Et si on ne relance pas ça, c'est la survie de la nation. Car l'excès de natalité dans certains pays, c'est un problème, mais le manque de renouvellement des générations est aussi un problème. Et aujourd'hui, il nous manque, tenez-vous bien, 120 000 enfants pour retrouver. Il faut qu'on remonte à 800 000, et c'est une question à la fois, alors même que les femmes nous disent, et les familles nous disent, qu'ils veulent avoir des enfants, mais ils butent sur un certain nombre de problèmes financiers, et comme l'a dit Jean-Claude, sur, je dirais, un suivi médical, et notamment pour les enfants prématurés. Donc c'est toute une politique à revoir, mais ça doit être, je dirais, en cohérence, une ardente obligation que de relancer la natalité. Jean-Claude, pour le coup. Je voudrais là, juste confirmer. Avant, c'est Jean-Christophe Galliard. Je voudrais juste confirmer ce que disait Valérie. C'est vrai qu'un certain nombre de cadres de santé, d'experts me disent le problème de certaines maternités, c'est parce il y a trop peu d'actes de pratiquer, avec un risque évidemment, un risque médical, etc. Ça, je l'entends. Cela veut dire derrière, il y a quoi ? Il y a une politique d'aménagement du territoire à organiser, parce qu'à force de faire de notre Île-de-France une pompe à aspirer les entreprises, les énergies, etc. Donc effectivement, on surpeuple, mais indirectement, on surpeuple l'Île-de-France, on vide le reste du pays, c'est mécanique. Donc ça coûte plus cher de se loger. Donc même vivre entre nous, on va finir par quasiment se battre, parce qu'il y aura plus de place pour personne. On va pas prendre les 65 millions de Français en Île-de-France, et on dépeuple le reste du pays. Et les quelques-uns qui restent dans le reste du pays, ils n'ont pas le minimum, parce que le minimum c'est compliqué. Donc c'est là où il nous faut une autre politique attractive de développement de l'ensemble des régions, sur le plan économique, sur le plan social, aménagement du territoire, c'est cela. Ce sont des mots qui ont disparu du vocabulaire politique et administratif depuis des années. Décentralisation, aménagement du territoire, tous ces mots ont l'air d'être d'un autre temps. Or, aujourd'hui, ce qui est dit est très vrai, c'est-à-dire que la pompe aspiration, d'ailleurs, de grandes difficultés, l'Île-de-France et Paris, ville la plus dense d'Europe, qui ne dit pas que ça veut dire qu'on vit mieux, ça veut dire qu'on est parfois en difficulté, et c'est déjà annoncé, c'est organisé. Maintenant, c'est aussi, encore une fois, cette capacité d'un État central, en collaboration avec des gouvernements locaux. Alors, on a un maire avec nous, qui est un maire francilien, mais il y a beaucoup de maires dans ce pays, évidemment, mais aussi des conseils départementaux, des régions qu'on a voulu attaquer, mais qui ont leur rôle à jouer, mais qui sont dans l'indétermination. Elles ont des compétences propres, certes, qui n'ont pas bougé depuis des années, les départements sur le social, les régions sur l'aménagement, les mobilités, mais on sent que tout ça est figé et qu'on n'a plus du tout fait écho au changement et aux nécessités aussi de faire évoluer les flux. Les flux aujourd'hui vont vers l'Île-de-France ou vers l'étranger et très peu vers la province. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Bonjour, c'est Daniel Herrero. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons notre tour de table avec vous, Jacques Miard. Coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur la naïveté française, sur ce qui se passe en Syrie. C'est lorsque Bachar est tombé, et personne ne va le regretter, tout le monde a dit « Ouf, la démocratie arrive ». Tu parles. Non. Et donc, on voit aujourd'hui HTS... il y a des massacres en pagaille, il y a bien sûr des règlements sur les Alaouites et les images sont terribles, mais il y a aussi un ami chrétien me disait de Damas, j'ai quelques contacts là-bas, nous sommes en voie de talibanisation. Et donc on voit très bien aujourd'hui que ce régime qui n'a rien de régime démocratique, le HTL, on l'a pris parce qu'il a mis au pas certains dirigeants de Daesh
mais en réalité, c'était une lutte au sein de Daesh. Et aujourd'hui, on voit la vraie nature de ce régime qui a réintroduit notamment la charia dans un certain nombre d'enseignements. Et on voit très bien qu'il y a des multiples règlements de compte et qu'il ne faut pas croire ce que peuvent dire un certain nombre de médias qui nous ont instrumentalisés. Voilà pourquoi je dis coup de gueule, c'est inadmissible, cette naïveté française est coupable. Oui, je sais pas, quelqu'un veut réagir? Jean-Claude, vous connaissez un peu Oui, enfin, je partage complètement. Dès lors qu'on a des informations, moi j'ai toujours dit que il s'agissait pas de donner un bon point au nouveau régime parce que en réalité, on connaissait ses origines. On a dénoncé. Alors la semaine dernière, il y a eu ce sont même pas des incidents, mais les massacres que l'on connaît, dont acte. Le président syrien a dit que la justice serait saisie. Moi, je dis qu'il faut voir. On veut voir. Et effectivement, s'il y a des alertes sur ce qui se passe sur le terrain, je pense que nous avons intérêt à être le plus souvent en alerte et ne pas hésiter à relayer parce qu'effectivement, comme la Syrie, moi, je connais un tout petit peu la Syrie, est inaccessible depuis les nombreux conflits récents. On ne sait pas véritablement ce qui se passe. Non. Et donc, c'est bien d'avoir, comme ce que vient d'indiquer Jacques, des retours de terrain pour qu'on puisse avoir une vision un petit peu plus juste de ce qui s'y passe. Ouais, non, absolument. On va commencer, on va parler. Alors peut-être moi j'avais un coup de je ne sais quoi, peut-être de nausée en écoutant Jean-Luc Mélenchon ce matin parler des caricatures de Cyril Hanouna. Écoutez ce qu'il disait. Maintenant, moi ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur monsieur Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie. Mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites. Et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus, nous soyons mis en cause. Bon, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Je rappelle que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait l'éloge funèbre de Charb, qui a été assassiné par les islamistes le 7 janvier 2015, qu'il était proche de Charlie Hebdo. Là, il est en train de jeter Charlie Hebdo en pâture, et il parle de caricature. Là, on parle pas de caricature, on parle d'une photo. Charlie Hebdo est un journal de caricature. Une photo distribuée à des fins politiques. À des fins politiques. Donc, il dit n'importe quoi. Mais ça me met dans une colère. Alors, pire que cela, vous avez entendu l'argument de monsieur Mélenchon, c'est de dire, j'ai demandé à mes amis de faire attention, premièrement, vérifier la religion des gens dont que vous mettez, je veux dire, c'est illégal. Vous n'avez pas à faire une intrusion sur la religion des gens, parce que ça voudrait dire qu'elle est supposée comme telle. Moi, donc je tiens quand même à le signaler. On ne peut pas donner ce type d'instruction. Vérifier, vous vous rendez compte, pour un républicain, vérifier la religion de ses interlocuteurs. Il y a rien mais je suis sidéré. Je suis sidéré d'entendre quelqu'un qui veut être président de la République dire qu'il va demander à ses amis de vérifier la religion de ses interlocuteurs ou des personnes qui tentent de cibler, même politiquement. Je suis sidéré. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il dit aussi, parce que vous comprenez, donc j'imagine qu'il parlait des médias, vous êtes coupable de relayer les erreurs de mes amis. Donc en fait, il renverse un petit peu la responsabilité. Il y a eu erreur, ou il y a eu démarche inacceptable, scandaleuse, mais il dit, vous êtes coupable d'avoir relayé la démarche inacceptable, illicite, illégale, tout ce qu'on veut, monstrueuse, parce que c'est inacceptable ce qui a été fait. Non, mais puis ce qu'il dit, et Jacques Mirard. Oui, c'est très simple. Mélenchon est un apostat. Apostat par rapport à d'où il vient. C'est ça. Un temps où c'était, je dirais, un républicain qui défendait la citoyenneté, pas, je dirais, la recherche de la religion d'un tel ou d'un autre. Moi, personnellement, je ne connais que des citoyens français. Je ne connais pas, je dirais, les gens en fonction de leur religion, dont je me fous radicalement. Donc, il est clair qu'il faut rester sur les
principe républicain de la citoyenneté, et ce que vient de faire Mélenchon, c'est une apostasie, et c'est extrêmement dangereux, parce que on est entré dans le cercle du débat politique, savoir si c'est un tel ou un autre qui a telle ou telle religion inadmissible. Petite précision, je rappelle qu'il est interdit au regard de la Constitution de faire une distinction à raison de la religion notamment. Bien sûr. Je rappelle. Bien sûr. Donc c'est au-delà de la dimension politique ou historique ou culturelle de Monsieur Mélenchon. C'est juste quelque chose, c'est une demande qui est illicite, qui est illégale. Et il a ajouté, par pitié, lâchez-nous, arrêtez avec ce cirque des antisémites, les caricatures, le nez trop long, les cheveux trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens, et il a refusé de s'excuser. D'abord il a dit qu'il n'était pas au courant. Oui, moi je crois que c'est pire que ce que vous dites là. Il a parlé de religion parce qu'il a dit, mais il a ciblé une religion qu'on ne pourrait plus ni attaquer, ni voilà. Donc c'est pire encore. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il dit, je vais demander à vérifier, mais si il dit je vais demander à vérifier parce que vous vous rendez compte, on ne peut plus parler de cette religion, en l'occurrence la religion juive. Donc il appuie là où finalement il confirme ce qu'on prétend, c'est-à-dire que lui a basculé dans un monde où effectivement son ennemi, et notamment ses alliances, sont celles qui viennent lutter contre évidemment les Juifs et aussi Israël. Donc c'est vraiment ça dont il parlait. Je pense qu'il assume même son message, si vous voulez. Il l'assume profondément. C'est très important. Moi je pense que c'est un message. François Monboisse. C'est un message électoral où il continue par petites touches à faire ce qu'on appelle les whistleblowing, c'est-à-dire un petit signal, et puis après il y a une petite marche arrière, mais l'affiche a été faite comme telle, c'est évident. Elle a été retirée 1 heure après, parce qu'ils se sont rendus compte que ça était trop loin, mais tout le monde en parle. Mais c'est le but du jeu. Et il faut se rappeler un sondage qui est sorti... Il va la pêche au roi. Bien sûr. Il y a eu un sondage IFOP sur les jeunes, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a 10 jours, où 16% des jeunes ne veulent pas d'un ami juif, mais ça monte à 35% chez les jeunes qui se déclarent d'extrême gauche. Oui, absolument. Donc c'est à ces jeunes-là qu'on fait un petit clin d'œil en disant il y a des gens dont on ne peut plus se moquer, vous avez vu. Et puis Valérie, vous savez, c'est le sous-entendu de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un objet marketing extrêmement précis. La figure de Hanouna, c'est une sorte d'ennemi de ces jeunes qui pensent ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été sur TPMP. Ils sont plutôt de l'autre côté, si vous voulez. Alors voilà. Et donc, pour ceux qui vont regarder encore la télévision. Donc c'est plutôt précis, et c'est quelque chose, vous voyez, qui joue dans l'intervalle, dans la vitesse, et avec un écho et une chambre d'écho permanente derrière. Donc c'est quelque chose qui est assez efficace sur la population. Évidemment que ça polarise nous autour, mais il joue en permanence de cette polarisation qui lui permet de mobiliser les géographies très précises qu'il a ciblées, à l'intérieur de ces géographies, des communautés très précises qu'il a ciblées et des générations à l'intérieur de ces communautés. Et moi, je pense que c'est assez efficace. Beaucoup disent que non. Je pense que c'est très efficace. C'est pas les partiels qu'on a vus récemment qui disent la vérité électorale qui aura lieu, notamment au municipal. Attention au municipal en 2026. Attention. Oui, mais alors, vous avez raison de dire que c'est efficace parce qu'il ne le ferait pas si ça n'était pas. Tout d'abord, il a des collaborateurs qui sont très bons en termes de rapports, sondages, messages, etc. Ils sont vraiment excellents. Donc, il ne le ferait pas. Moi, pour moi, il s'agit aujourd'hui pour nous de mettre en alerte, de mettre en garde tous ceux et celles qui se laissent piéger par ce discours. Parce que on est en train d'organiser une forme de séparatisme en France. Il sait à qui il parle. Mais justement, je pense que notre travail aujourd'hui de républicain, c'est d'aller reprendre discours avec tous ces jeunes qui sont des Français, qui se laissent séduire par ce discours de communautariste, mais poussé à l'extrême, et qui ne leur amènera rien. Ils seront, je le redis, les marchepieds de Mélenchon. Ce seront des marchepieds de Mélenchon qui n'en a rien à faire. Ils ne vont servir qu'à une chose, c'est le porter, en tout cas c'est ce qu'il espère, le porter au pouvoir, mais ça ne changera rien à la situation de ces jeunes, croyez-moi. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, à tout de suite. C'est Stéphane Simon, Sud Radio. Alors vous êtes... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je suis embêtée. Parce que, alors Jacques Millard, vous n'avez pas participé à notre conversation. Moi, j'ai été interpellée par le rapprochement, le glissement qu'a fait Gérald Darmanin en disant nous devons avoir peur de la Russie, car ceux qui ont assassiné Samuel Paty et Dominique Bernard étaient des Tchétchènes. Écoutez ce qu'il disait.
La menace principale islamiste qui nous touche et qui touche l'Europe, c'est ce qu'on appelle l'État islamique au Khorasan. C'est une partie de l'État islamique qui se développe dans les ex-républiques soviétiques. Et notamment, vous avez raison, entre l'Afghanistan, l'Ingouchie, la Tchétchénie. C'est eux qui sont responsables de l'attentat dit de Moscou, qui nous a tous beaucoup touchés, vous l'avez vu, au début d'année dernière, où l'attentat déjoué, notamment quand j'étais ministre de l'Intérieur, on a déjoué un attentat de l'État islamique au Khorasan par des Tchétchènes à Strasbourg, sur le marché national de Strasbourg. Heureusement, nos services sont intervenus avant. Mais ce sont des citoyens russes, tchétchènes donc, qui ont tué Samuel Paty. C'est un citoyen ingouche, donc russe, qui a tué Dominique Bernard. Donc la menace de l'État islamique, la menace islamiste, elle est aujourd'hui la plus dangereuse, même s'il peut y en avoir d'autres évidemment, vient de ces communautés de citoyens russes. Alors, on sent que c'est quand même un argument politique aujourd'hui pour justifier la peur. Mais on nous a jamais parlé de la Russie avant. Darmanin qui cesse de déjeuner à l'agneau. Parce que franchement, c'est un amalgame douteux. C'est comme si demain matin, il y a, et ça a été le cas de Français qui viennent peu, mais qui sont des citoyens et qui commettent des actes de terrorisme, et il y en a eu, et malheureusement, il risque d'y en avoir encore. On va pas dire que c'est les Français qui sont des terroristes. C'est du n'importe quoi. Bon, il est évident que aujourd'hui on a un regain fort de ce qui est, je dirais, l'islamisme. Ça, c'est évident, et que c'est quelque chose qui est transnational. Oui. Mais de là à accuser, je dirais, surtout que je peux même vous dire que j'en sais un peu quelque chose. Il y a eu avec Moscou des coopérations de lutte contre le terrorisme où les services russes travailler ensemble. Donc il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Hein. Ouais, alors Stéphane Simon, donc vous pouvez entendre tous les week-ends sur Sud Radio, a tweeté: honteuse récupération politique de l'assassinat de Samuel Paty. Le professeur d'histoire a été assassiné donc par Anzorov, arrivé en France à l'âge d'1 an avec sa famille islamiste opposante à Vladimir Poutine. Et par ailleurs, autre déclaration de Gérald Darmanin, il dit les Russes ne veulent pas reprendre les ressortissants tchétchènes. Or, il disait l'inverse il y a quelques mois, quand il était ministre de l'Intérieur, il disait en 2022, alors ça parlait de 2023, peut-être que les choses ont changé, mais les Russes sont extrêmement contents de reprendre les Tchétchènes. Donc, faudrait savoir. Et c'est une contre-enquête qui a été faite par un site. Je sais pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que la menace russe dont parle le président et la menace russe dont il est question, c'est pas la menace russe des terroristes tchétchènes. C'est là que Darmanin joue un peu sur l'ambiguïté de la menace russe. Oui, bon. Oui, juste. Vas-y. Oui, juste aussi, c'est un point de clarification en complément de ce qui vient d'être dit, c'est qu'attention, quand on dit les Russes, c'est comme lorsqu'on parle des Américains, je veux dire, c'est le pouvoir de Vladimir Poutine. Bien sûr, il y a des Russes qui sont derrière Vladimir Poutine, etc., parce qu'il y a la Grande Russie, il y a la recherche de la Grande Russie, mais attention à ne pas laisser sous-entendre à l'ensemble de nos concitoyens que chaque ressortissant russe est un ennemi de l'Europe. Il faut être attentif à ce qu'on ne dise pas que désormais ce sont les peuples qui sont en conflit. Voilà. Je crois que les choses ont beaucoup. Attendez, Jean-Christophe va répondre, puis après Jacques Méard. Je vous redonne la parole. Dans la menace hybride qui est bien réelle de la Russie, et quand je dis hybride, on parle évidemment de guerre narrative, de cybernétique, là c'est très vrai, sur lesquels nous sommes totalement démunis, nous en défense et en contre-attaque. Il y a aussi, depuis quelques mois, pour pas dire un peu plus, une vraie ambiguïté de l'utilisation par la Russie de réseaux islamiques. Oui. Et de soutien, d'appui, voire de développement et d'animation de ces réseaux. Et on ne peut pas ne pas le nier. Alors c'est difficile à dire pour un ministre de l'Intérieur ou ex-ministre de l'Intérieur qui en plus veut surtout parler à ses amis algériens, il le dit lui-même dans cette même communication, mais il ne faut pas croire que le pouvoir russe, et là je ne parle pas de la Russie, soit aussi combatif, ennemi de ces réseaux, parce qu'il les a, lui aussi, comme d'autres puissances, agités, et il le fait actuellement aussi dans nos contrées européennes. D'accord. Alors, Jacques. Oui, alors à propos de la dernière remarque, il est vrai que les Américains n'ont jamais utilisé, des islamistes pour combattre ne serait-ce que les Soviétiques.
Non mais bien sûr, Jacques, tout à fait. Non mais ça c'est très vrai. Attends, je vais au bout. Alors, allez au bout. Ce qui est en train de se passer, et ça c'est grave. En réalité, la menace russe telle qu'elle a été exprimée par le président de la République dans une actionnalité phénoménale, c'est la création de l'ennemi. C'est-à-dire que pour, je dirais, reprendre la cohérence et la cohésion nationale, on dit voilà l'ennemi. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est quelque chose qui est inadmissible, et cette création de l'ennemi qui a été analysée par des hauts fonctionnaires, notamment du ministère de la Défense, notamment Pierre Conessa, et c'est exactement ça. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau de monsieur Macron. Il y a effectivement des actions soviétiques auxquelles nous devons nous opposer, la cyberattaque, il y a tout un tas de choses, ça c'est exact. Mais il ne faut pas aller aussi loin, et ça c'est grave, parce que sinon on avance vers un conflit de manière somnambule. Alors, la Russie se dit prête à parler aujourd'hui, à débattre de l'accord de paix. Donc, on va voir ce que Moscou a sûr avoir repris la ville de Soujda. Donc, ça, c'est une information qui est tombée il y a 3 minutes. Et normalement, une rencontre devrait pouvoir avoir lieu. Alors, ça nous concerne évidemment, puisqu'on parle réarmement. On va essayer de trouver de l'argent. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, puisque le ministre des Finances parlait de mobiliser l'épargne des Français, donc sous quelle forme, on ne sait pas. La CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, propose de travailler 1 heure de plus par semaine, soit de passer de 35 à 36 heures hebdomadaires. Je vois que ça fait sourire sur le plateau. Comment on va mobiliser et financer cet effort de guerre? Je ne sais pas qui veut commencer. Ouais. François, moi je pense que s'ils construisent un grand emprunt avec un petit bonus fiscal, exactement, je ne sais quoi, il y aura énormément de souscriptions. Ouais. Je suis pas d'accord avec le ministre des Finances qui a tout de suite écarté ça en disant on a des outils. Je trouve que c'est une bêtise. Ça veut dire quoi? Ça fait peur, mobiliser l'épargne des Français, vous vous rendez compte? Enfin, il y a apparemment un soutien dans l'opinion sur cette idée d'ennemi, que ça soit bien ou pas, peu importe. Oui. Il y a apparemment 60% des gens qui sont effectivement mobilisés. Allons-y, qu'ils fassent un emprunt, ça marchera, c'est évident. L'emprunt à balai dur. Oui. Simplement, il faut le rembourser. Hein. Voilà, oui, exactement. Et sur la défense, c'est plus compliqué, tout à fait d'accord. Oui. Si c'est pour s'équiper, c'est pour fabriquer des usines et développer l'industrie de l'armement, peut-être. Si ensuite c'est des consommables, ou en tout cas des choses qu'on peut utiliser, c'est un peu différent. Voilà, exactement. Des obus et des chars. Mais si c'est pour acheter de l'obus à des usines, c'est très différent. Si c'est pour fabriquer des usines, une nouvelle chaîne qu'on a abandonnées. Par exemple, vous avez des régions entières, autour de Saint-Étienne, par exemple, il y a des fleurons de l'armement français qui ont été abandonnés. Ce serait peut-être l'occasion, pour le coup, si tant est que ça puisse être relevé de ses cendres, une capacité de production. Après, quand on achète du consommable, rembourser l'emprunt, c'est plus compliqué, en effet, Jacques. Ouais. Jean-Claude. Alors, il y a une technique qui fonctionnait jusqu'en 92 et qui a permis à la 4e République et à la 5e de réarmer, de se réindustrialiser. Ça s'appelait les avances des banques centrales aux États pour l'investissement. Très juste. Et je suis désolé de dire qu'il n'y a pas de solution à la dette française dans le cadre rigide des traités d'aujourd'hui. Et c'est impossible. Donc, à mon avis, ou on revient à des techniques, et bien sûr les Allemands vont gueuler comme des veaux, mais on s'en fout, ou on revient à des techniques qui ont permis à la France de se redresser, ou on va dans le mur. C'est aussi simple que ça. C'est Oui, je pense que sur ce sujet, le président de la République a dit qu'il faut mobiliser les Français. Ce qu'il faut attendre, c'est savoir un peu ce qu'il entend par mobiliser les Français. Parce que là encore, tout d'abord, il ne faut pas être naïf. Les efforts, on va devoir les faire parce qu'on voit très bien que quand on est en économie de guerre, si on met de côté la partie production de matériel, d'éventuel matériel de guerre, etc., est-ce que ça peut générer en termes économiques qui est à voir. Le reste, on sera déjà sur l'effort. Donc moi je voudrais bien savoir ce qu'il entend par économie de guerre. C'est quoi le plan? C'est quoi le projet? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Des efforts. Parce que pardonnez-moi, faire des efforts. Nos concitoyens en font déjà beaucoup. Voyez, c'est ça qu'il faut aussi dire. Nous en faisons déjà beaucoup au quotidien. Il a par exemple évoqué, sans le dire tout à fait, que oui, on a 3 000 milliards de dettes, mais on a aussi 6 000 milliards de thésaurisation
personnelles ou familiales ou privées qui sont en face. Et en gros, le message notamment du ministre de l'économie et des finances, un peu maladroit effectivement, c'est de dire il faudrait mieux que cet argent qui reste là à rien faire aille dans l'économie dynamique, et donc ça veut dire qu'on fasse un peu comme veut de notre pognon, voilà, exactement. enfin. Non, mais voilà. Bon, donc enfin. ouais, c'est compliqué, surtout qu'effectivement là où c'est encore plus compliqué, malgré le soutien des Français, je suis assez d'accord, et ouverture, c'est que on ne comprend pas vers quoi. Effectivement, est-ce que c'est fabriquer des armes, fabriquer des munitions, ou est-ce que c'est restructurer et faire en sorte qu'on ait effectivement quelque chose qui est plus durable et qui sera nécessaire certainement dans les années qui viennent, et c'est une occasion de retrouver, je le redis, je parlais du Stefano, mais il y en a plein d'autres endroits, cette industrie de l'armement. Aujourd'hui, par exemple, les Allemands ont, alors qu'ils sont en grande difficulté économique, ils ont cette mobilisation potentielle parce que ils n'avaient pas de budget de défense, ou très peu, mais par contre ils avaient de l'industrie de l'armement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose où on est en difficulté aussi. Il faut absolument qu'on fasse un effort et qu'on profite de ça. Si c'est pour acheter du consommable, ça va être compliqué. Si c'est pour recréer une activité, mais alors comment on le fait aussi rapidement, c'est très très difficile. Maintenant, Jacques a raison. Je pense que il y a une opportunité, peut-être en Allemagne aujourd'hui, c'est ce reset sur les fondamentaux budgétaires, sur les fondamentaux autour des finances publiques européennes en particulier. Et moi, j'en veux beaucoup à la Banque Centrale Européenne qui, au 1er janvier 2025, a cessé de racheter les dettes, a cessé de racheter de l'obligation. Là où les Américains sont en train de faire l'inverse aujourd'hui, nous, on s'est mis plus qu'une épine. C'est quelque chose de très grave qui s'est passé au début du mois de janvier. Et ça, on devrait aller plutôt dans le sens de Jacques, c'est-à-dire aujourd'hui, utiliser ces techniques-là au niveau européen pour le coup, se donner vraiment les moyens d'avancer concrètement vers une réindustrialisation et se donner éventuellement les moyens d'avoir une défense à ce niveau. Jacques ? Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que connaissant un peu, je dirais, la position de l'Allemagne, etc., l'Allemagne est incapable de ne pas acheter américain. Ouais. Tout son système de défense actuel, tous ses systèmes d'armes sont, je dirais, dédiés à l'industrie américaine. Donc, quand on vient nous dire qu'il faut réarmer l'Europe et acheter européen, c'est du pipeau, parce que c'est assez dramatique. Tous les systèmes d'armes de nos partenaires sont actuellement dans les mains de l'industrie américaine. Et ils ne peuvent pas en sortir. Bon, parmi les solutions, et on va en reparler, les députés hier ont adopté une résolution de soutien à l'Ukraine appelant à saisir les avoirs russes. Alors, est-ce que c'est une des pistes? On en parle tout de suite après la pub. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, alors en studio, on me demande de traiter le sujet autour du port du voile dans le sport. La ministre des Sports met en garde contre les confusions et les amalgames, alors que le Sénat a quand même voté une proposition de loi LR interdisant le voile dans les compétitions sportives, avec le soutien du ministre auprès du ministre de l'Intérieur, donc c'est François-Noël Buffet. Madame Barsac, donc c'est son nom, j'avoue que son nom était à peu près inconnu jusqu'à maintenant. Elle estime que les sujets de radicalisation dans le sport sont un autre sujet que le sujet du voile et d'un signe religieux. Et c'est quand même terrible quand on voit, et on l'évoquait avec vous, François Monboisse, le travail qui a été fait par le président de la fédération, qui s'est battu pour qu'il n'y ait pas d'intervention du religieux dans le sport. En fait, il y a deux points de vue là-dessus. Il y a le point de vue du CIO, que défend Madame Barsac, le CIO international olympique, il n'y a pas de problème avec le voile. Et beaucoup de fédérations, dont la Fédération française de football, effectivement, s'est battue pour le contraire. Donc là, on a la FFF, la première fédération de sport de France, qui est désavouée par le ministre de tutelle à l'Assemblée. Mais ah oui, en Europe, lors du match hier, il y a eu une pause pour la rupture du jeûne, mais en France, ce n'est pas autorisé. Non, et puis vous avez ce qui est très vrai. Alors la FIFA, allons plus loin, la CIO, l'UEFA, qui sont quand même très largement économiquement reliés aujourd'hui à des pays. Alors on peut parler le Qatar pour l'UEFA, mais c'est l'Arabie Saoudite pour la FIFA, le CIO il prend un peu partout, et donc on est quand même dans des liens géopolitiques, mais surtout géoéconomiques, et surtout la nécessité pour un certain nombre de grandes fédérations internationales de lier, oui effectivement, économiquement avec des pays qui ont des messages politiques. Donc ça dit bien qu'on a une version quand même qui est plus que de l'entrisme, qui est du développement religieux et politique à travers le sport, et là on revient au terrain, et c'est ce à quoi se confrontent toutes les fédérations en France. C'est pas simplement la Fédération française de football.
avec des points de vue qui sont très différents. On est bien d'accord. Il y a des fédérations qui sont, voilà, je veux pas me risquer parce que j'ai des problèmes après avec des licenciés. On me dit qu'on va créer des fédérations parallèles. On en est là. C'est-à-dire qu'en face de ça, vous avez quand même des gens, Madame Barsac, je sais pas dans quel monde elle vit, ce qui est gravissime parce que elle vient dire l'inverse de ce que des délégataires de son propre ministère. Elle n'est qu'une ministre, mais elle donne des délégations à des fédérations pour organiser la vie sportive dans un certain nombre de disciplines. En l'occurrence, toutes les disciplines sportives dans ce pays. Et donc, on nous dit là que c'est pas grave, alors que toutes les autres essaient de se bagarrer ou subissent parce qu'elles ont peur qu'une fédération alternative existe et soit créée en face. C'est ce qu'on leur dit tous les jours. Donc là, on est plus que dans la faiblesse. On est dans l'irresponsabilité politique et ça mériterait effectivement, là pour le coup, M. Darmanin et M. Retailleau, qui s'emparent de beaucoup de sujets, devraient corriger très vite, puisque M. Retailleau, il est sur les cultes et en partie sur l'ordre public. Il devrait s'emparer un petit peu de ce sujet-là. Alors elle dit, moi je ne suis pas naïve. Oui, juste Jacques, elle dit qu'il y a des situations où il y a des femmes voilées qui participent de façon contrainte ou délibérée à ce qu'on appelle l'entrisme. C'est inacceptable. Je n'accepte pas que l'on refuse de serrer la main à une femme, évidemment, dans le sport, ni qu'on tolère qu'on stoppe un match pour faire une prière, mais qu'elle aille au bout de son raisonnement, qu'elle se renseigne un peu. Oui, Jacques Méard, pardon, je vous ai interrompu. Oui, écoutez, les fédérations en France ont une mission de service public. Et jusqu'à nouvel ordre, et on applique la loi française, point barre. Et quand le ministre dit exactement le contraire, eh bien, il devrait démissionner. Exactement. Irresponsabilité. Et j'ajoute, parfaitement. C'est vrai que le régime juridique des fédérations, ce sont des délégations de service public. Donc, ces fédérations ont une mission de service public et doivent répondre, en tout cas, suivre la loi. Moi, je dirais juste une chose, c'est que je suis, mais au risque de dire ce que j'ai déjà dit sur des précédemment, je me demande dans quel monde on vit, parce que j'ai été, et le principe français qui est l'un des moins mauvais systèmes, pardonnez-moi, l'un des moins mauvais systèmes n'est pas merveilleux, c'était un principe de neutralité religieuse dans l'espace public. Et ça ne nous posait aucun problème. Et moi, en tant que catholique, je n'ai jamais eu de problème là-dessus, parce que je me suis toujours souvenu que sur l'espace public, j'avais cette obligation de neutralité et que la religion relevait de mon privé. Et je ne comprends pas comment, et j'entends bien toutes les grandes décisions internationales, etc., je ne comprends pas que l'on puisse renoncer à tout cela au motif pris, et c'est une interrogation pour moi, que sur le plan international, il y en a qui remettent en cause, etc. Parce que finalement ailleurs, les résultats ne sont pas meilleurs que ceux qu'on a pu avoir, parce qu'au fond, le système français a pu permettre une vie pacifiée, selon qu'on soit juif, musulman, athée, non-croyant, etc. Voilà. Mais ce qu'elle défend... Sinon, c'est le retour des guerres de religion. Absolument. Oui, mais ce qu'elle défend, c'est cet argument qui est avancé aussi pour, dans le cadre des sorties d'école, en disant oui, mais si on interdit aux femmes voilées d'accompagner les enfants à l'école, elles vont rester chez elles, etc. Mais c'est pas mon sujet. Non, mon sujet. Mais c'est pas mon sujet. Je suis désolé, pardonnez-moi de vous dire. Pourquoi est-ce que ça pose problème aujourd'hui et il y a 40 ans, ça ne posait pas problème. Donc on vient me dire que et il y a 40 ans, ils restaient pas à la maison. Il y a 40 ans, la religion était du ressort de la vie privée. Nous allions aux manifestations religieuses de nos camarades et ils venaient aux nôtres. Sauf que ça restait de notre domaine, de notre activité privée, et mes copains et moi de collège, nous étions contents comme cela. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on mette la religion à toutes les sauces. Mais c'est vraiment la différence. Pardon. Et on ose accepter, on ose compromettre. Valérie, dans le football par exemple, Madame Barsac devrait aller se promener en Île-de-France, puisqu'on est en Île-de-France, qui est paradoxalement en même temps le poumon de ressources principales en Europe aujourd'hui. Donc je prends l'exemple du football, je pourrais le prendre dans le basket, je pourrais le prendre dans d'autres secteurs. Vous avez en permanence aujourd'hui beaucoup plus que l'histoire du voile. Vous avez la menace de circuits parallèles, en tout cas sportifs, parce que c'est tellement puissant, tellement présent, c'est-à-dire qu'en réalité c'est tellement instrumentalisé pour entrer dans les communautés territoriales que les clubs eux-mêmes affrontent ces compétitions internes avec l'obligation. Ça devient un enjeu de société, si vous voulez. Et donc Madame Barsac, quand elle dit ça, je suis assez d'accord. C'est moi je le disais irresponsable, mais c'est presque une faute, si vous voulez, politique. C'est une faute politique dans un contexte où on ne peut pas on peut pas accepter ça aujourd'hui, parce que on parlait de guerre religion, on y est presque dans le sport
en Ile-de-France et ailleurs. On y est presque dans certains sports. Bien sûr. Petit point info sur l'affaire de Cyril Hanouna. Ce matin, c'est Éric Coquerel qui était l'invité de nos confrères de TF1 de la matinale Bonjour, où il a expliqué que, en gros, c'était à l'insu de leur plein gré, que c'était par inadvertance et que ce n'était pas intentionnel. Donc voilà. Quand il dirigera, il prendra des décisions et puis il nous dira que par inadvertance, il aura plongé la France dans une situation dramatique. Nous n'avons pas récupéré de références antisémites. Il y a sans doute une maladresse sur la forme et toujours cette expression de dire ne tombez pas dans le panneau du groupe Bolloré. C'est voilà une défense assez pitoyable. On ne fait pas partie du groupe Bolloré. Je pense que Jean-Michel Apathy, qui est l'ennemi personnel de Cyril Hanouna, a tweeté également pour s'indigner de cette. Donc si je comprends bien Valérie, si je comprends bien de ce que dit Monsieur Coquerel, si on ne dit pas bravo LFI, on est dans le giron de Monsieur Bolloré. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce sont ces gens qui nous parlent de polarisation d'autres sociétés. Que font-ils ? Parce qu'on leur dit qu'on n'est pas content, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, on est forcément dans le groupe ou l'ami de Monsieur Bolloré. Il n'y a rien qui va. C'est scandaleux, c'est ce qu'on nous promet, c'est ce qu'LFI nous promet demain. Cyril Hanouna a dit qu'il portait plainte, il a des chances de gagner. C'est ce qu'LFI nous promet demain. Je dis, soyons attentifs à cette société qu'on nous propose de vivre demain. Il peut gagner en attaquant. Conflit. Écoutez, tout est possible. Alors, je connais pas dans les détails ce qui sera, mais c'est parfaitement plausible sur un certain nombre de principes. On va suivre. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. C'est Benjamin Glaise. Sud Radio. Ça y est, nous y sommes. Vous êtes désormais 1 million d'abonnés à notre chaîne YouTube Sud Radio. Un grand merci pour votre confiance et continuons de parler vrai sur Sud Radio.